une introduction par moi à nouveau et une autre par Emmanuel May. Le but de ces introductions, c'est d'être assez bref. On a prévu de faire un quart d'heure, on va essayer de rester en un quart d'heure et de poser un petit peu des cadres qui sont aussi deux approches, enfin un peu l'approche Leonardo Lax et la mienne, artistique, et l'approche des Calames à cette journée. Donc entre les promesses et les craintes de la biologie de synthèse d'un côté et la séduction de certains scénarios, qu'ils soient utopiques ou dystopiques d'ailleurs, du biodesign et de la biofiction récente, mon introduction n'a pas d'autre objectif que de poser quelques jalons et d'évoquer quelques œuvres dans le champ du bioart et du biodesign. Le bioart existe depuis que les humains ont cultivé des plantes et élevé des animaux dans un but et pour des raisons esthétiques. Donc ça existe depuis des millénaires. Cependant, en tant que genre artistique, identifié comme tel, spécifiquement catégorisé, il émerge dans les années 80, précisément au moment où Wilhelm Flusser, le théoricien et philosophe Wilhelm Flusser, écrit ce texte que nous avons repris en exergue à la journée, où il souligne la possibilité de programmer le vivant et où il appelle à la création d'œuvres d'art vivantes comme sujet de création artistique. Donc ce bioart va se développer pour atteindre, donc depuis en gros les années 80, va se développer pour atteindre une masse critique courant des années 90, et ce dont témoigne un certain nombre d'expositions et de publications à la fin des années 90 et au début des années 2000 qui commencent à exposer ces œuvres et à parler de ces œuvres. 25 ans plus tard, le 25 ans c'est après le texte de Wilhelm Flusser, c'est une pratique artistique qui est tout à fait vivante, tout à fait dynamique, et où on trouve à nouveau un certain nombre d'expositions et de publications qui en témoignent. Et ici, simplement des expositions et les ouvrages, c'est 2013-2014. Donc c'est des choses terriblement récentes. À côté de ces publications et de ces expositions, il y a un certain nombre d'organisations et d'institutions qui se mettent en place et qui soutiennent la création artistique, dont la War Society et Lucas Evers ce soir, cet après-midi, va développer et présenter ce qu'ils font. Mais en 25 ans, le contexte a changé. 25 ans plus tard, on n'est plus tout à fait dans le même bioart des débuts. On est aussi dans un certain nombre de questionnements et de problématiques qui sont les mêmes, mais qui ont forcément évolué dans leur formulation, qu'elles soient intellectuelles, conceptuelles ou artistiques. Donc 25 ans plus tard, l'ingénierie génétique s'appelle désormais biologie de synthèse. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra discuter. Et selon une des métaphores en vigueur dans le monde de la biologie de synthèse, elle a pour ambition effective non seulement de lire le vivant, donc de décrypter le génome des organismes, mais aussi de décrire le vivant, donc de créer des organismes de créer du vivant à partir de rien. Et aux côtés d'un art in vivo, donc d'un côté d'un art vivant, dont la matière est le vivant, on voit émerger depuis quelques années tout un courant très lourd, enfin très lourd au sens important, de biodesign et de ce que je qualifie de biofiction, et qui emprunte d'autres médiums que le vivant pour s'exprimer. Donc, dans le courant des années 90, faisant écho aux souhaits de Flusser, des artistes proposent effectivement des œuvres d'art vivantes, passant, comme il fut abondamment dit, c'était un peu le mot d'ordre à l'époque, de l'objet au sujet. Donc, quelques exemples. Édouard Daucac, qui est bien connu du public français, a proposé ainsi un certain nombre de créatures vivantes qui vont des bactéries
aux mammifères, donc avec le lapin, en passant par du tabac, dans le 8e jour, il y a du tabac, des poissons, des souris, des amibes, donc tout un ensemble de choses. Et donc il a exploré, à la fin des années 90, début des années 2000, le territoire d'un art transgénique, donc dans lequel il montre, dans lequel il expose, au sens mettre devant, des êtres biologiques artificiels, dans ces œuvres dans lesquelles il questionne d'une part la position dominante de l'humain, fortement ancrée dans notre culture chrétienne, également le statut social, sociétal et culturel de ces êtres qui existent en laboratoire quasi de manière standard, et pour certaines effectivement de manière standard, pour certaines aussi dans la nature, mais que la société à l'époque n'a d'ailleurs pas nécessairement toujours complètement intégré, et où il soulève la question de la dialectique, de la normalité et du monstrueux, notamment à travers Alba, donc le lapin, qui, étant albino, c'est déjà une anomalie génétique en soi, avant même d'être devenu transgénique. Les artistes aussi à cette époque soulèvent donc la question du statut et de la nature de ce nouvel, entre guillemets, objet d'art, puisque dans la tradition occidentale, l'art n'appartient pas à la nature, il appartient à la culture, et l'art biotechnologique, en créant des œuvres qui ne sont plus des objets, mais qui sont du vivant, lesquels se comportent comme du vivant et sont des fleurs parmi les fleurs dans un jardin, opère un effondrement de la mise à distance et de cette dichotomie occidentale entre nature et culture. Ça ne représente plus, ça est. Donc, quelle est la nature et quel est le statut de ces êtres qui sont œuvres d'art, plantes et papillons en même temps. Donc, d'un point de vue théorique dans le champ de l'art, ça c'est intéressant. Mais là, on était dans des êtres qui étaient effectivement des êtres vivants autonomes. Une autre question qui émerge à ce moment-là, c'est le statut, enfin en tout cas dans la pratique artistique, c'est le statut et la nature de culture cellulaire, de culture du tissu, de ces, entre guillemets, choses qui ne sont ni des objets, ni des êtres, ni vivantes, ni mortes. Et c'est la question que posent Oran Katz et Yonah Zur avec cette œuvre qui s'appelle les Worry Dolls, et dans lesquelles ils cultivent des cellules en forme de poupées. C'est très long à expliquer, donc j'explique pas les œuvres. Mais où ils proposent comme concept la notion de semi-living, donc que j'ai traduit par quasi-vivant en français, donc de sculpture semi-vivante sur qu'est-ce que c'est que ces choses-là et quel est leur statut. Alors depuis 2000 ans, les Worry Dolls, de très nombreuses œuvres ont été réalisées à partir de cultures de cellules et de cultures de tissus, et ont été créées donc par tout un ensemble d'artistes poursuivant les questions soulevées par les Worry Dolls. Donc ces questions listées en deux mots: peut-on exister au-delà de soi? Ces morceaux de nous qui sont cultivés hors de nous sont-ils un peu de nous? Vous savez qu'on perd un tas de cellules tous les jours. Combien faut-il de cellules pour devenir un corps? À qui appartiennent les gènes, les cellules, le génome d'une personne? Et ici, vous avez un exemple d'œuvre dans ce domaine-là, qui est Alicia King, qui donc fait une culture de cellules d'une jeune fille décédée en 1969, et où son propos est de soulever la question de toute cette matière humaine vivante utilisée tous les jours dans les hôpitaux pour nous soigner éventuellement si on y est. Voilà. On va zapper ça, pourtant elle est très drôle, Saint-Marc, je peux la mentionner. Alors Saint-Marc, je l'aime beaucoup parce que c'est aussi dans une suite, c'est que faut-il au vivant pour devenir pensant? Et en une phrase, c'est à partir d'une technique de reprogrammation de cellules souches, l'utilisation de cellules de prépuce pour faire des cellules neuronales. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc l'évolution des savoirs et la standardisation d'un certain nombre de processus et de procédures et la baisse des coûts
conduit en ce moment aussi à tout un développement très important du DIY et du biohacking, et qu'on évoquera également cet après-midi. Et donc, aux côtés de ces œuvres in vivo, de ces œuvres d'art vivantes, simultanément avec la montée de la biologie de synthèse et du discours qui va avec, on voit apparaître des œuvres de biofiction, donc qui sont des constructions d'histoire, de scénarios qui vont de l'impossible au possible, en passant par tous les stades intermédiaires. Et ce qui est important, c'est que là, il y a toute une partie de la création qui va quitter le vivant comme matériau pour s'inscrire dans les matériaux plus traditionnels de l'histoire de l'art et du design. Et l'œuvre ou l'image emblématique et iconique de ce champ de la création, c'est le travail d'Alexandra Daisy-Ginsberg, où elle reprend la classification traditionnelle du vivant en y ajoutant une autre branche, qui est la branche du synthétique, et donc d'un vivant fabriqué potentiellement de toutes pièces et d'un vivant programmé. Alors, quelques exemples très rapides. Le corps devient le siège potentiel de mutations diverses et variées qui vont permettre de s'auto-décorer selon les envies des uns et des autres, avec par exemple ici la création de bijoux qui seraient des bijoux saisonniers, comme dans la couture, il y a la collection printemps, été, automne, hiver. Et aux côtés de cet humain modifié ou potentiellement modifié, on imagine évidemment également une nature modifiée. Et l'idée de transformer la nature en collaborateur de travail, la nature collaborateur de travail est aussi une des métaphores extrêmement présentes dans ce discours-là, pour satisfaire nos besoins, pour nous, est tellement prégnante, tellement présente qu'elle peut servir de publicité pour une banque bien connue, où c'est pas très clair, mais ça dit dans le futur, nature et technologie travailleront ensemble. Et comme vous ne le voyez pas, c'est une abeille munie de Dieu caméra. J'aime beaucoup cette image pour ce qu'elle dit de la façon dont certains mondes envisagent le monde. Cette même idée d'une nature, d'une hypernature, d'une nature modifiée est aussi au cœur d'un courant de l'écotechnologie, où donc là, ici, ça serait de faire des arbres génétiquement modifiés qui éclaireraient la nuit, et donc ça ne serait plus les animaux qui éclaireraient de manière décorative dans l'ombre nocturne de la campagne, selon les vœux de Wilhelm Flusser, mais ce seraient les végétaux dans l'espace urbain. On voit naître également tout un courant que Michael John Gorman, qui est le directeur de la Science Gallery de Dublin, appelle des œuvres médiagéniques, et qui, par exemple, ce projet qu'il a exposé récemment, qui est du fromage fait avec des enzymes humains, ça a fait le tour d'Internet, cette histoire-là, et que moi je qualifie d'esthétique de l'attraction répulsive. Donc on redevient très primitif, c'est en amenant mettre les mains dans ce qui est un peu dégoûtant. Et où on le retrouve dans cette œuvre-là, par exemple, qui est aussi une nouvelle dimension qui n'est pas simplement dans la biofiction et le biodesign, mais qu'on retrouve dans plein d'autres champs de la création artistique, qui est un courant de ce que je qualifie de spectacularisation. Alors l'image du haut a fait le tour d'Internet, absolument partout. Et elle est effectivement très spectaculaire, elle est là pour attirer l'attention. L'image du bas, c'est la performance qui a été faite avec la chanteuse d'opéra, et vous voyez que c'est un chouïa moins glamour et un chouïa moins attirant au premier abord. Alors, je vais zapper ça. Je peux ? On peut. Ok. Donc, comme chacun sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que ce soit dans l'art, dans la science ou dans l'industrie ou dans la médecine, fabriquer du vivant ne se fait pas sans dommages collatéraux. Et c'est le sens des projets de Ron Katz et Yonah Zur de chez Culture and Art, avec ces deux œuvres, Victimless Leather, ou comment faire du cuir sans prendre la peau des animaux, et des embodies de cuisine, ou comment faire de la viande, en l'occurrence là du steak de grenouille, sans tuer des batraciens. Sauf que pour faire l'un et l'autre, pour cultiver les cellules, il faut tuer quand même un certain nombre de vaches enceintes pour piquer le sérum
fétales bovins, des pilotes qui sont à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a tout un ensemble de gens qui pensent que c'est pas bien de manger de la viande, qui pensent que c'est pas bien de piquer la peau des animaux pour faire des vêtements, et qui imaginent qu'effectivement on pourra quand même manger de la viande par des moyens de substitution, et où il y a une espèce d'attraction très séduisante de faire pousser du steak, et aussi par la même occasion de résoudre la faim dans le monde, enfin, toutes ces utopies-là et tous ces fantasmes-là. Sauf qu'il faut être bien clair, c'est pas si évident que ça. Et les artistes qui travaillent dans ces domaines sont des artistes aussi, en anglais, on met ses mains dirty, mais voilà, on est aussi dans une responsabilité et dans un paradoxe. Il soulève ici le paradoxe de nos sociétés qui veulent le beurre, l'argent du beurre, et la crémière en supplément. Ici, Cathy Ray propose également, enfin, un regard qu'on peut qualifier de anthropocentrique, qui est comment on considère le reste du vivant autour de nous, et qui là sont des urnes funéraires créées en verre soufflé, créées en forme de globules blancs, et qui ont recueilli les cendres des rats transgéniques qu'elle avait utilisés dans un autre projet. Donc entre le conçu et le construit, le cultivé et l'engendré, le vivant comme médium, le vivant comme matière, eh bien ma conclusion, qui sera aussi probablement un des sujets de cette journée, pas le seul, mais un des sujets, qui est: ce que l'art a le droit de faire est-il différent de ce que l'être humain a le droit de faire, et inversement. Et dans cette journée, à partir de maintenant, je vais essayer de prendre ma casquette de critique d'art, et aussi d'essayer tout au long de la journée avec vous de proposer un discours qui soit également une analyse artistique, et pas simplement les œuvres comme témoins de questions politiques. Voilà, et je passe la parole à Emmanuel.